Alors, il est 11h30. On va commencer le dîner d'apprentissage. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième dîner d'apprentissage en itinérance organisé par le CREMIS. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le CREMIS, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, un centre de recherche en milieu de pratique situé au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors, avant de céder la parole aux hôtes de la séance d'aujourd'hui sur la thématique de la prévention d'itinérance chez les jeunes, je me permets de vous expliquer à nouveau pourquoi le CREMIS a développé les dîners d'apprentissage en itinérance. Alors, les dîners d'apprentissage sont une manière d'animer et de faire vivre les contenus du guide des bonnes pratiques en itinérance qui ont été rendus disponibles en totalité sur le site web du CREMIS en 2022. Les dîners d'apprentissage se veulent aussi une occasion pour les professionnels d'être témoins d'échanges entre des panélistes dont l'ancrage peut être soit la recherche, soit la pratique communautaire, soit la pratique institutionnelle, dans l'optique de susciter la réflexion autour d'une thématique pertinente pour l'intervention en itinérance. Alors, sans plus tarder, plongeons dans la thématique d'aujourd'hui, prévention d'itinérance chez les jeunes, un champ d'action à réinterroger. J'invite donc Sue-Ann McDonald, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, et Yann, co-chercheur dans le projet Prévention itinérance jeunesse, à prendre le relais pour l'animation du webinaire. À vous la parole. Julie, je ne vois pas Yann, mais peut-être c'est ma configuration de mon côté. Ah, voilà, je vois Yann. Donc, oui, aujourd'hui, on a le grand plaisir de parler de la prévention d'itinérance jeunesse, un discours, puis des pratiques qu'il faut faire aussi découvrir et connaître et développer. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'agir comme hôte avec Yam pour vous présenter brièvement différentes actrices qui travaillent sur ce champ-là. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis membre régulière du CREMIS et prof à l'École de travail social et je mène actuellement un projet sur la prévention d'itinérance jeunesse où plusieurs personnes autour d'écran sont collaborateurs ou co-chercheurs. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Yam, qui est aussi co-chercheur dans ce projet. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Yann. Je suis co-chercheur pour la prévention itinérance jeunesse. Je suis aussi un jeune qui milite aussi avec la coalition Jeunes Plus pour la prévention itinérance jeunesse et donner mon expertise, mon savoir-faire, mon savoir expérientiel. Et aussi militant pour plusieurs autres enjeux jeunesse, dont la santé mentale et GIP et plusieurs autres. Donc, c'est ça. C'est bon, merci Yam. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, nous accueillons 4 intervenantes sur cette question-là. Pour commencer, on a Cécile Arbeau, la directrice générale de Dans la rue, accompagnée de Marie-Noëlle L'Espérance, directrice de la prévention, intervention et programme clinique Dans la rue. Ensuite, une présentation de Jane Malenfant, qui est postdoctorante et boursière M3C, Faculté d'éducation, Université McGill. Et pour terminer, Emmanuel Coury, professeur à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Yann, est-ce que je te cède la parole pour un rappel des objectifs d'apprentissage ou c'est moi? Je suis mélangée. Non, je vais le faire. Merci, Sue-Ann. Les objectifs d'apprentissage, c'est assez simple. C'est approfondir sa réflexion sur le sens à donner à la prévention de l'itinérance auprès des jeunes, connaître des approches d'intervention développées spécifiquement en réponse aux besoins des jeunes, distinguer les leviers d'action propres au milieu de pratiques institutionnelles et communautaires, considérer des pratiques d'accompagnement contribuant à la création d'un filet de sécurité pour les jeunes. Merci, Yam. Donc, pour commencer, on va avoir 2 présentations de 15 minutes, Cécile et Marie-Noëlle. Ensuite, Jane, puis ensuite, Emmanuel poserait des questions et des réflexions aux panélistes. Puis ensuite, Yam et moi, on va reprendre un peu le dessus pour aussi les poser des questions en forme de table ronde.
Et en même temps, on peut l'ouvrir un peu à la salle, les participants qui sont ici avec nous. Donc, voilà comment à 13 heures, on va clore la présentation. Donc, mais à 12h45, à 12h55, on va prendre des questions du public, là, de ceux et celles qui sont ici avec nous. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Cécile et Marie-Noël. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci de nous accueillir ici. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous parler d'itinérance jeunesse aujourd'hui, un sujet qui nous habite dans la rue et qui nous habite parce qu'on a créé une coalition exprès pour ça, la coalition Jeunes Plus. Alors, avec Marie-Noël, on va se partager une présentation d'une quinzaine de minutes pour vous faire le tour de la question, si on y arrive. Alors, je vais partager. Hop. Est-ce que c'est le bon? Oui. Excusez-moi. Voilà. Donc, nos objectifs d'apprentissage aujourd'hui, c'est de partager, d'augmenter des connaissances et d'encourager l'échange de pratiques sur la prévention de l'itinérance jeunesse pour inciter tout le monde à se poser des questions, à réfléchir, comme l'a dit Yam, et à poser aussi des actions concrètes en matière de prévention. On va parler d'abord de, c'est un impératif, c'est assez évident, ça devrait s'imposer comme une évidence de faire de la prévention, mais on va voir pourquoi. Et ensuite, Marie-Noël va parler plus précisément des actions qu'on peut privilégier dans ce domaine-là. Tout d'abord, on en parle d'itinérance jeunesse. Il faut savoir qu'on en parle en confluence des pratiques de la recherche et des politiques. Il y a des travaux de recherche qui sont en cours. Jane, Suwan, par exemple, en font. Il y en a qui se passent également au Canada, à l'Observatoire canadien de l'itinérance, ou dans un consortium de recherche qui s'appelle Changer de direction, Making the Shift. On a aussi à l'intérieur sur la prévention en tant que telle, il y a la coalition Jeunes Plus dont on va parler un petit peu plus tard. Il y a aussi une coalition au niveau canadien qui va pousser les aspects de prévention, Away Home Canada, faire un chez-soi Canada en français. Et puis, avec McGill et avec des collègues de McGill, on travaille aussi au sein d'une coalition québécoise pour la prévention de l'itinérance qui n'est pas spécifiquement jeunesse, mais qui est orientée sur la prévention de l'itinérance. Donc, on essaye de comprendre la confluence entre la partie jeunesse et la partie plus adulte ou plus générale. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'occupe spécifiquement de la prévention de l'itinérance jeunesse? Parce que l'itinérance jeunesse a des ressorts qui sont différents de l'itinérance des adultes. Une définition du rond-point d'itinérance, c'est que l'itinérance chez les jeunes renvoie à la situation des jeunes entre 13 et 24 ans. Puis là, les fourchettes d'âge dépendent un petit peu des provinces, mais qui vivent indépendamment de leurs parents et de leurs gardiens et qui n'ont pas les moyens ni la capacité d'acquérir une résidence stable, sécuritaire et permanente. La poursuite de la définition, c'est un enjeu social complexe et un déni de droits. On a travaillé un peu à la coalition Jeunes Plus aussi avec le RAIC qui a commencé à élaborer une définition encore peut-être plus proche de la politique de lutte à l'itinérance du Québec, qui met l'accent sur la désaffiliation sociale des jeunes, les allers-retours entre le domicile et la rue, le fait que les jeunes sont en pleine quête identitaire et recherche d'indépendance, qu'ils vont prendre des risques aussi pour donner sens à une expérience. Et évidemment, tout ça, il y a beaucoup d'influences une inter-influence en fait avec un enchaînement qui fragilise vraiment leur trajectoire. L'itinérance jeunesse, beaucoup de défis à relever pour les jeunes, à la fois hébergement, logement, santé mentale, toxicomanie et santé physique, école,
emploi et revenus, judiciarisation, affiliation, résilience, bien-être. À une époque où les jeunes ont peu encore ou pas d'expérience d'autonomie, ils n'ont pas développé des habiletés par rapport à, par exemple, des adultes. Ils sont en plein tourbillon du développement physique, cognitif, social, émotionnel, comme on l'a dit, quête identitaire, recherche d'indépendance. C'est aussi l'âge où émergent les troubles de santé mentale. Donc, traditionnellement, les services itinérance jeunesse sont différents des services en itinérance. Il y a des endroits où il y a vraiment des manques de services, il y a des barrières à 18 ans et des transitions qui sont difficiles à 25 ans. Et on ajoute un peu, mais vraiment, ce sont des jeunes et ils ont droit d'être jeunes. Alors, c'est dans ce contexte que s'inscrivent nos efforts de prévention. Si on revient sur les causes de l'itinérance, ben, on a à la fois, comme on l'a vu précédemment, des facteurs individuels et relationnels, les défauts des systèmes et des institutions. Là, on parle beaucoup de la protection de la jeunesse. On va le voir un tout petit peu plus tard. Et des facteurs structurels qui sont liés à la pauvreté des familles, la stigmatisation, le colonialisme, les oppressions diverses et variées. Comme je le disais, prévenir l'itinérance, ça devrait s'imposer comme une évidence. On a au Québec, selon le dénombrement, 1500 jeunes par nuit en situation d'itinérance, donc probablement plus de 7000 par an. Moi, j'ai tendance à penser plus. On a aussi de l'itinérance invisible qui n'est pas décomptée, mais qui existe surtout chez les jeunes avec du couchsurfing, même parfois dormir à droite à gauche dans de la famille ou même dans des véhicules. Selon une enquête canadienne, 40% des jeunes en situation d'itinérance ont eu au moins une expérience d'itinérance avant l'âge de 16 ans. Ensuite, on sait que parmi l'ensemble des personnes en situation d'itinérance, 25% des personnes itinérantes sont des jeunes, donc ils ont moins de 25 ans. Et 25% des plus de 25 ans ont été en situation d'itinérance avant. Donc, ça veut dire que si on travaille vraiment bien sur la prévention de l'itinérance et la réduction de l'itinérance jeunesse, on a un impact fort sur la réduction de l'itinérance en général. Alors, en plus, ce sont des jeunes. On a des conséquences fortes de l'itinérance. Alors, pourquoi attendre pour des jeunes qui sont en plein développement, qui vont contribuer à la société dans l'avenir? Pourquoi attendre? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler qu'on veut réduire en fait l'intensité des situations d'urgence pour chacun des jeunes. Donc, au lieu d'avoir une grosse masse d'interventions et de situations d'urgence, travailler beaucoup plus sur la transition et la sortie, mais aussi l'intervention précoce et la prévention en amont. Et ces trois flèches dans le bas sont des formes de prévention dont Marie-Noëlle va vous parler plus en détail à l'instant. Parfait. Alors, merci, Cécile. Donc, je vais poursuivre avec des exemples qu'on peut regarder, échanger un petit peu, peut-être un peu plus tard. Donc, concrètement, comment est-ce que ça peut se décliner? Donc, on vient de voir l'importance de l'itinérance jeunesse. Donc, il faut agir. À partir du de l'illustration que vous avez devant vous, j'aimerais ça d'abord emmener votre intérêt vers la transition et sortie. En fait, la plupart de nos services vont aborder la sortie de l'itinérance. Donc, on va construire des actions toujours très pertinentes pour aller en dehors de l'itinérance. Donc, on a dernièrement vu une augmentation des actions en logement. Ça peut être des programmes de logement qui sont adaptés, des initiatives de logements sociaux, des soutiens au logement dans le logement privé, l'approche Housing First qui a pris quand même beaucoup d'ampleur, qui permet à des personnes de se loger avec un certain soutien et accompagnement.
On a également des actions au niveau de la santé mentale et du bien-être, donc pour maintenir, prévenir des rechutes, etc. Les programmes en employabilité, éducation, des programmes visant la rencontre, la socialisation et travailler sur la vie citoyenne par la suite, développer les habiletés pour la vie autonome, etc. Donc, ici, je voulais vous emmener un petit peu plus dans la réflexion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut agir en prévention de l'itinérance. Donc, on va remonter l'image. On traverse l'urgence, que je n'aborderai pas aujourd'hui, seulement pour vous signaler que l'urgence est une action que nous faisons tous lorsqu'on travaille en itinérance. On travaille à offrir un bien-être, on travaille à offrir des conditions d'accueil. Je pense qu'on fait tous un excellent travail. Maintenant, comment est-ce qu'on peut agir un petit peu plus avant pour diminuer l'arrivée de personnes dans des contextes d'urgence? Donc, on peut agir avec une intervention précoce. Ici, je vais vous présenter des idées, des initiatives qu'on peut voir ici au Québec et également dans le reste du Canada. Donc, il y a des projets qui ont vu lieu d'expérimentation, des projets pilotes, des projets bien établis également. L'intervention précoce, ce qui nous distingue de la prévention en amont, que je reviendrai par la suite, c'est la particularité où on agit avec des personnes déjà vulnérables et ou des personnes qui ont pu expérimenter une certaine instabilité résidentielle ou qui se retrouvent avec différentes difficultés ou en contexte de marginalité. Et l'intervention précoce, c'est une action où on veut peut-être prévenir les services d'urgence et ou prévenir un ancrage dans la rue, un ancrage en situation d'itinérance. Rappelons qu'au niveau des jeunes, plus les jeunes s'ancrent dans la rue, plus il y a risque d'itinérance chronique qui viennent s'établir par la suite. Donc, au niveau de l'intervention précoce, ce qu'on peut voir, c'est des actions qui se sont mises de l'avant sur une sortie de la protection de la jeunesse. Donc, commencer à préparer un peu plus tôt, amener une réflexion plus rapidement, à envisager des projets de sortie, des actions vers après, peut-être vers un logement, vers une ressource communautaire. Donc, mettre de l'avant donc différentes initiatives. La détection des risques et le soutien, on va y revenir quand même dans le webinaire d'aujourd'hui, notamment par des actions dans les écoles. Donc, je ne vais pas skipper ma collègue qui parlera par la suite, Jane. Je laisserai aborder cette question-là particulièrement. Continuons, Family and Natural Support. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'apporter un certain soutien à la famille, à l'entourage, à la communauté, pour également accueillir ou apporter une certaine aide aux jeunes? Parfois, on peut prévenir l'itinérance en apportant un soutien. On peut le voir également sous forme d'aide naturelle. Le soutien peut aborder la question de la détresse que peut vivre la famille. Ça peut être des soutiens au niveau de la santé mentale, également de l'éducation, psychoéducation. Donc, ça peut être quand même très large, mais très aidant pour éviter de rompre les liens entre les jeunes et leur famille. Reconnect est également un projet qui vise à ramener, à reconnecter les jeunes avec leur milieu, leur communauté. Donc ici, ce n'est pas nécessairement la famille nucléaire, mais voir comment est-ce qu'il y a une autre personne ou un autre entourage qui peut être mis de l'avant dans l'aide qu'on peut apporter aux jeunes. Shelter Diversion, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on transitionne un peu moins dans le cadre d'un shelter, un refuge qu'on fait habituellement assez souvent. Bon, c'est trop évident. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne ne vienne pas s'ancrer? Donc, parfois, on peut avoir des personnes qui se retrouvent dans nos refuges et qui ne sont pas nécessairement dans une situation d'itinérance. Donc, ici, je vais particulièrement faire un clin d'œil à tous mes collègues qui accueillent des personnes ici de l'immigration, par exemple, des gens avec des situations compliquées, les personnes qui ont des enjeux au niveau de la violence conjugale, de l'exploitation sexuelle. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des lieux accueillants qui offrent des lieux d'urgence, mais qui ne sont pas dans l'itinérance?
Également, évidemment, toute la notion de paraidance, donc le soutien que la communauté, des personnes qui ont un certain savoir expérientiel, qui peuvent mettre au profit, au service de d'autres populations avec lesquelles ils partagent, donc à développer. Ça existe. On a des très beaux exemples ici. Et il y en a également ailleurs avec nos collègues dans le Canada. Les projets d'expérimentation, donc d'exploration d'autres alternatives à la rue, et évidemment le travail de rue qui peut repérer les personnes qui sont dans les milieux, repérer les personnes qui peuvent être en situation de désaffiliation sociale, qui rencontrent différentes difficultés. Et je vais aller un petit peu plus rapidement sur la notion de la prévention en amont parce que ça va m'emmener à vous parler rapidement de la prochaine étape. Les préventions en amont, c'est lorsqu'on aborde la question des systèmes et des structures. Donc, peut-être pour clore sur cette diapo, l'intersectionnalité peut nous emmener également à réfléchir autrement, à voir que les jeunes en situation d'itinérance, ce ne sont pas un tout commun à tous, mais qu'ils peuvent avoir certaines particularités. Donc, pour la suite, si on avance au niveau de notre présentation, ici, ce que je vous suggérerais, c'est dans les services qu'on peut offrir, essayez de voir lesquels. Donc, on a fait l'exercice de notre côté, c'est-à-dire l'ensemble de notre offre, comment est-ce qu'on peut les répartir pour voir où on pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait traverser. Donc, allons un petit peu plus loin dans la présentation. Ici, je vous présente juste quelques éléments. C'est des statistiques qu'on peut voir dans plusieurs recherches, dont vous avez mis les liens à la fin de la présentation. Pourquoi je les sors ici, c'est pour vous souligner l'importance d'agir plus largement au niveau des systèmes et des politiques. Donc, notamment, lorsqu'on regarde ici avec nos stats plus récentes au niveau du Québec, on voit qu'il y a quand même des enjeux au niveau de la sortie de la protection de la jeunesse. Et ça va m'emmener à vous parler des différents facteurs. Donc, si on poursuit, voilà. Donc, aujourd'hui, on peut se dire individuellement, c'est quoi nos actions qu'on peut porter? Bien, je fais un petit clin d'œil à notre intervention pour avoir quand même une lecture globale un peu plus critique, c'est-à-dire pour, dans notre action, limiter la surresponsabilisation individuelle des jeunes avec lesquels on travaille. On travaille avec chacun, on les accompagne, on s'adapte à leur propre rythme. Ils ont le droit d'être jeunes. Et il faut comprendre qu'on a des actions qu'on peut faire collectives, étant donné que dans la façon dont on travaille ici, on a malheureusement on provoque de l'itinérance également. Donc, quand on parle de prévention, on n'a pas le choix d'aborder la question de la prévention systémique, c'est-à-dire c'est quoi nos systèmes en place, comment est-ce qu'on peut les modifier, notamment quand je vous donnais l'exemple de préparer la transition au-delà du 6 mois, de préparation de sortie d'un placement ou d'une institution. C'est comment est-ce qu'on organise le placement même? Comment est-ce qu'on voit la transition dans l'institution? Où est-ce qu'on pourrait travailler sur l'autodétermination, travailler sur la capacité de prendre ses propres choix, d'expérimenter, des fois de faire des erreurs, mais d'être plus prêt à la sortie. Donc, la transition commence beaucoup plus tôt. Évidemment, la prévention structurelle, comment est-ce que collectivement, on regarde pour diminuer la pauvreté, les écarts, améliorer l'offre en logement, soutenir les familles bien en amont, parce que des problématiques peuvent être vécues dès la petite enfance, bien entendu. Donc, on va poursuivre où ce que je vous amène à parler de la coalition Jeunes Plus. En fait, je voulais clore cette présentation sur la coalition. C'est important, on en a parlé un petit peu avec Cécile tantôt. La coalition a pu organiser le forum l'année dernière, en 2021, et donner la parole aux jeunes et sous l'angle des droits. Donc, lors du forum, on a demandé concrètement, qu'est-ce que vous avez à dire? Comment est-ce que ça aurait pu mieux vous aider? Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Je pense que les principales personnes concernées sont les consultes. Bien entendu, elles ont beaucoup à dire.
Donc, je vais prendre un petit moment juste sur la prochaine diapo. On a abordé la question des droits avec chacun des jeunes. Ouais. Prochaine diapo. Et voilà, ce qui ressort, c'est d'être un adulte, tout simplement. N'oublions pas que le jeune est en transition également dans sa vie. C'est normal d'expérimenter, c'est normal de vouloir changer. On ne sait pas tous ce qu'on va habiter à 18 ans et ce qu'on va faire dans la vie. C'est correct de se donner le temps et le droit de rêver. Également, sous l'angle des droits, ce qui a pu être mentionné, notamment, je ne fais que des petits clins d'œil sur notre diapo. De toute façon, le PowerPoint est partagé par la suite. Mais de la formation aux intervenants, donc, que les jeunes se sentent mieux accueillis, que les intervenants connaissent mieux la situation également, lutter au stigma et aux préjugés. Donc, être jeune n'est pas un problème. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner? C'est important de le regarder. Également, un dernier petit clin d'œil, quand même, je vous parlais de la transition, la vie adulte. Donc, dans l'axe santé et services sociaux, les gens nous ont dit, et si on avait des services qui continuent au-delà de 18 ans? Parce que ça se peut qu'on ait envie, qu'on ait peut-être un petit besoin, qu'on ne se sente pas nécessairement prêt. On veut expérimenter à 18 ans, mais on n'est peut-être pas prêt à être complètement tout seul. Ne nous oubliez pas. Donc, voilà pour les clins d'œil que je faisais à la parole des jeunes, mais tout ce qu'ils ont nommé, c'était hyper important. Et d'ailleurs, à la toute fin de notre présentation, on vous met le lien vers la déclaration commune qui a été préparée pendant la Coalition Jeunes Plus. Vous pouvez aller lire toute la déclaration, vous pouvez même la signer, joindre votre voix à toutes les autres personnes et acteurs qui ont décidé qu'il était temps qu'on agisse en commençant l'itinérance jeunesse. Donc, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Noëlle et Cécile, pour avoir mis la table, puis ce topo plus global sur comment on pourrait justement agir en amont et provoquer ce changement de paradigme qui est la prévention en jeunesse. Donc, je cède la parole à Jane, où on va aller faire plus un zoom sur un secteur peut-être d'action possible qui sont les écoles. Merci, Jane. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux voir mon écran, Suzanne? Ou est-ce que les gens peuvent m'entendre? Oui, on voit bien. Oui, on voit bien, merci. Merci. Et oui, je pense que je vais... Merci Cécile et Marie-Noëlle. Je vais essayer d'offrir peut-être un exemple comment on peut agir dans les écoles, dans un encadrement de prévention de l'itinérance et travailler en amont. Moi, je suis Jane Malenfant. Je suis postdoctorante à l'Université McGill, ici à Chauchatougues. Et je vais parler un peu plus largement sur le sujet de prévention dans les écoles, mais je vais aussi ancrer ça dans un projet avec les jeunes aussi, avec un partenariat avec Dans la rue et les données d'un projet de recherche de 2017 à 2021. Et c'est le projet avec l'équipe hier. C'est un projet de 6 chercheurs, moi, Naomi, Laurence, Chayana, Mickey, Maxime. 5 entre nous 6 ont une expérience de l'itinérance nous-mêmes. Et on parlait avec les jeunes autour de la prévention, leur parcours dans les institutions, les écoles, mais aussi le DPJ, les systèmes de santé mentale, les policiers, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais parler des écoles. Alors, pourquoi... J'ai fait quelque chose. OK. Pourquoi lutter contre l'itinérance dans les écoles ou penser de la prévention d'itinérance dans les écoles? Simplement, la plupart des jeunes sont à l'école à un moment dans leur vie. Alors, c'est juste pour l'accès aux les jeunes personnes. C'est une institution où les jeunes ont souvent les interactions. Aussi, on peut voir les enseignants sont bien placés pour remarquer les changements ou les signes. Quand on pense le slide de Cécile et Marie-Noëlle, si on pense à la prévention, on peut penser de les signes et les changements que les enseignants peuvent voir bien en avance ou en amont de l'itinérance. On peut aussi voir au Québec un mandat dans les écoles pour que tous les jeunes réussissent à l'école. Alors, c'est aussi les jeunes en situation d'itinérance ou en situation de la précarité du logement ou au risque de la précarité du logement.
on peut aussi penser à le droit au logement lié au droit à l'éducation. Alors, c'est vraiment difficile d'assurer le droit à l'éducation si tu ne peux pas assurer le droit au logement. C'est difficile d'aller à l'école si tu n'as pas un chez toi. Et quand on a parlé avec les jeunes, ce sont les choses qui ont sorti aussi. On a parlé avec 38 jeunes personnes et 37 de ces jeunes ont partagé les moments clés où la prévention aurait pu être réalisée dans les écoles. Alors, peut-être c'était dans primaire ou secondaire, mais il y avait plusieurs moments où quelque chose pourrait aller différemment pour les jeunes pour que la prévention était réalisée. Mais actuellement, on voit que les écoles, c'est pas la prévention et des fois, c'est les situations où l'expérience est même aggravée. Alors, 95% des jeunes avec qui on a parlé ont déclaré d'avoir été punis en place à l'école pour les symptômes de la précarité de logement. Alors, c'est vraiment quelque chose que peut-être les enseignants ne voient pas que c'est parce que la précarité de logement et il y a les punitions, l'exclusion. Et on peut voir que les jeunes en situation d'itinérance sont beaucoup moins, c'est plus probable qu'ils vont décrocher d'école. Et ça peut commencer un cycle où le décrochage scolaire ça pousse les jeunes en situation d'itinérance et il y a les vrais impacts sur la santé mentale, la santé, et ça commence un cycle qui peut suivre les personnes pendant leur vie. Alors, je pense que c'est clair pour moi au moins que les écoles sont les places où on peut faire la prévention, mais actuellement, il y a les obstacles. Il y a plusieurs obstacles pour réaliser ça, mais ça, c'est quelques-unes. Premièrement, un manque de connaissances professionnelles des éducateurs sur le sujet de l'itinérance. Pour moi, j'ai mes propres expériences avec l'itinérance pendant que j'essayais d'aller à l'école secondaire et j'ai vu moi-même que les enseignantes et les administrateurs ne pensent pas que l'itinérance est quelque chose qui arrive dans les écoles. C'est peut-être quelque chose qu'ils pensent qui arrive seulement à les adultes. Alors, on a besoin d'améliorer les connaissances professionnelles et les formations pour les enseignantes. Mais aussi, il y a plusieurs éducateurs qui veulent faire quelque chose, mais il y a aussi un vrai manque de ressources, comme il y a un manque de ressources dans plusieurs systèmes, pour soutenir les jeunes en amont. Et les jeunes avec qui nous avons parlé, les jeunes qui étaient membres de notre équipe, ont dit que particulièrement, ça c'est le cas pour les soutiens santé mentale. Peut-être les jeunes peuvent accéder un psychologue pour 2-3 visites, mais c'est tout. Alors, c'est vraiment pas un soutien qu'on peut voir travailler en amont sur la prévention. Et un peu plus difficile, c'est une absence de confiance. Il y a une vraie absence de confiance pour les jeunes et pour les familles dans les institutions. Et c'est parce qu'il y a la discrimination, il y a un vrai manque de sécurité pour les jeunes. On peut voir un exemple de ça, c'est les jeunes autochtones et les familles autochtones. C'est peut-être un manque de confiance intergénérationnelle. Il y a des vraies raisons pour que les écoles ne sont pas les places où les jeunes sont sécuritaires. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit adresser si on veut faire la prévention dans les écoles. Il y a aussi les exemples, comment on peut faire ça dans les autres places, agir en amont avec les écoles. Un exemple, c'est avec le RAFT à Niagara, en Ontario, un programme qui s'appelle Youth Reconnect. Alors, c'est vraiment un partenariat entre les services sociaux et les ressources et les organismes communautaires avec les écoles pour, si possible, donner les soutiens pour les familles. Si les jeunes veulent rester avec les familles, ce sont les choses qu'ils doivent avoir pour qu'ils soient sécuritaires, le logement est assez stable pour aller à l'école, ou les autres soutiens aux premiers signes de précarité. Alors, c'est discuter et trouver les solutions avec les écoles, mais aussi donner les ressources à les écoles pour aider. Alors, ce n'est pas les écoles qui doivent faire ça toutes eux-mêmes, mais c'est travailler ensemble pour trouver les solutions en amont. On peut voir aussi le Geelong Project. Maintenant, ça s'appelle Upstream Australia. Et ça, c'est un projet vraiment intéressant et il y a plusieurs projets qui essaient de faire la même chose.
au Canada, mais aussi, je pense, peut-être au Québec. Et ça, on peut voir une détection universelle des indicateurs de précarité de logement dans les écoles. Alors, c'est tous les étudiants qu'on voit il prend les... Je ne sais même pas le mot en anglais, mais on voit la détection universelle. S'il y a les signes que quelque chose ne va pas bien, il y a un partenariat encore avec les services sociaux où il y a les soutiens offerts immédiatement et au long terme, que ce n'est pas seulement peut-être 2 ou 3 réunions avec quelqu'un, mais c'est quelque chose qui tu peux suivre les familles et les étudiants. Et on peut voir dans ce projet-là une baisse de 40% de nombre des jeunes entrant dans les refuges au cours des 2 premières années. Alors ça, c'est avant COVID. Je pense qu'il y a c'est un projet qui déroule encore, mais on peut voir les résultats si on travaille en amont dans le projet Upstream Australia. L'autre sujet que je pense qu'on a besoin de penser quand on pense de la prévention, c'est l'équité et intersectionnalité. Et je pense que souvent, quand on parle de les jeunes en situation d'itinérance, c'est vraiment un groupe et on ne pense pas souvent de la diversité dans cette groupe-là. Mais c'est vraiment important de savoir comment l'itinérance est vécue par les jeunes des différentes communautés, des différentes identités dans les différentes villes. C'est vraiment important parce que il y a de la diversité dans ça. Alors, on peut voir l'intersectionnalité est un encadrement utile pour penser de l'interaction entre les identités et l'expérience. Et on peut voir que ça sort de le travail des femmes noires pour comprendre comment les identités intersectionnelles organisent comment on expérience les institutions. Alors, quand on rentre dans les écoles, que sont les choses qui organisent nos expériences-là? Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et on peut voir ça dans les jeunes qui sont surreprésentés dans les communautés, comme Cécile et Marie-Noël ont dit, les jeunes 2S LGBTQIA+, les jeunes autochtones, les jeunes avec les problèmes de santé mentale et les nouveaux arrivants, et au Québec, particulièrement les jeunes allophones. On en a parlé avec plusieurs dans notre projet de recherche. Un point important pour penser de la prévention, les jeunes avec qui on a parlé ont partagé avec l'équipe hier des expériences significatives d'homophobie, de transphobie et de discrimination fondée sur la race, et aussi la discrimination fondée sur des problèmes de santé mentale, particulièrement pour les jeunes qui étaient déjà dans la rue et c'était vraiment public, mais aussi de classe sociale. Mais ça arrivait souvent dans les écoles, avant les expériences d'itinérance. Alors, c'est quelque chose que les jeunes sont en train de naviguer, même avant la précarité de logement. Alors, c'est une place où on peut vraiment agir pour assurer qu'il y a l'équité dans les écoles et les jeunes divers sont soutenus pour la réussite scolaire. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a besoin de faire en même temps, de réaliser la possibilité de la prévention d'itinérance dans les écoles ou en même temps. Je pense que c'est la même chose souvent. Alors, je voudrais finir par partager moi aussi les recommandations de les jeunes avec qui on a travaillé sur la recherche hier. Et c'est vraiment les recommandations pour travailler en amont dans les écoles. Et la première, c'est vraiment la recommandation de l'équipe hier pour toutes, c'est écouter les jeunes, mais pas seulement écouter les jeunes, mais croire ce qu'ils disent, que les jeunes sont vraiment... Ils connaissent ce qui se passe dans leur vie et on doit croire ce qu'ils disent. Et c'était quelque chose qui n'arrivait pas toujours dans les écoles pour les jeunes avec qui on a travaillé. Et il veut que les personnes qui travaillent avec les jeunes emploient les approches sans jugement. Alors, tu peux penser ce que tu penses est meilleur pour une jeune personne, mais c'est leur choix. Numéro 2, il voudrait que les enseignants doivent être formés pour comprendre les réalités de l'itinérance jeunesse. Et pas seulement une façon de comprendre l'itinérance jeunesse, mais compris ce qu'elle représente pour les jeunes de diverses origines. Et elle dit 2S LGBTQIA+ jeunes. Les jeunes BIPOC, je sais qu'on n'utilise pas ce terme-là en français, mais peut-être on peut parler un peu plus sur ce sujet. Et les jeunes issus de diverses classes socio-économiques et aussi les jeunes nouveaux arrivants. Alors, les enseignants qui travaillent avec ces jeunes divers doivent savoir
c'est quoi les réalités pour ces jeunes-là et c'est quoi les différents signes que quelque chose ne va pas bien ou peut-être il y a un besoin de plus de soutien pour ces jeunes-là. Numéro 3, et c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, c'est un curriculum pour parler de l'itinérance, que ça devrait inclure des sujets sur l'itinérance. Et ça, c'est vraiment pour assurer qu'il y a une connaissance, combattre le stigma dans les écoles, mais aussi pour les étudiants que peut-être c'est quelque chose qu'ils sont en train de naviguer eux-mêmes. Ils peuvent voir, OK, ben ça, c'est peut-être un peu qu'est-ce que je fais moi aussi et peut-être je peux accéder des soutiens. Numéro 4, c'est que la diversité dans la représentation des enseignantes est importante. Aussi, les personnels et les travailleurs dans les milieux scolaires, ça peut renforcer la confiance. Alors, c'est encore la question de confiance. Comment est-ce qu'on crée les écoles sécuritaires pour les divers jeunes et avoir les expériences partagées. Marie-Noël, tu as parlé un peu sur part et danse, mais je pense qu'aussi le part éducation, c'est vraiment important pour les jeunes. Et ça doit inclure les groupes linguistiques divers et aussi la connexion au soutien culturel en amont, particulièrement pour les jeunes autochtones et les jeunes nouveaux arrivants. Finalement, mettre en œuvre les options pour les programmes alternatifs et flexibles avant les expériences d'itinérance. Alors, plusieurs jeunes avec qui nous avons parlé ont partagé que l'école Emmett Jones, par exemple, dans la rue, est vraiment utile pour eux. C'est vraiment une place où ils sentent beaucoup de soutien et l'encadrement, mais peut-être c'est quelque chose qu'ils ont seulement connecté avec après une expérience d'itinérance et elle voudrait vraiment qu'il y ait plusieurs programmes alternatifs dans l'encadrement de prévention en amont, que c'est quelque chose que les écoles font pour tous les jeunes et pas seulement les jeunes en situation d'itinérance. Alors, je vais laisser cela et j'ai hâte de parler un peu plus sur ça. Merci, Jane, de nous ramener sur autres sentiers aussi qui sont vraiment importants à considérer, puis les multiples formes d'oppression, puis les approches aussi, agir avec les jeunes, mais aussi les approches par et pour. Donc, merci beaucoup. Et puis, Yann, est-ce que tu voulais dire quelque chose ou est-ce que je passe la parole à Emmanuel? Non, tu peux passer la parole à Emmanuel. OK, ensuite, c'est à toi. OK, Emmanuel, merci. On t'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jane, Marie-Noël et Cécile aussi. Alors, en fait, moi, je travaille avec Sue-Ann, Yam et plusieurs d'autres personnes autour de la table en tant que co-chercheur sur le projet Prévention itinérance jeunesse. Mes connaissances à la fois pratiques et de recherche, mes activités de recherche tournent autour de l'organisation des services jeunesse, mais aussi la santé mentale. Donc, aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir écouter ces présentations, les commenter un peu, puis peut-être présenter ou pour discussion un portrait de l'écosystème plus large au Québec présentement en termes d'organisation des services pour les jeunes. Mais je vais peut-être commencer avec quelques commentaires, des choses qui m'ont frappé dans ces présentations qui sont similaires. Et particulièrement, j'ai entendu l'importance, puis je pense que ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais c'est important de continuer de parler de ça, d'écouter les jeunes et prendre en compte de façon vraiment très, très centrale leur savoir expérientiel, puis les projets comme le projet de Jane démontrent vraiment activement cette prise en compte, mais aussi la prise en compte des désirs. Hein? On parle des besoins des jeunes, mais aussi on parle des désirs, d'écouter ces désirs. Dans cette perspective de droit, qui a été nommé par les deux les deux présentations, les droits des jeunes, puis en fait le droit qu'ont les jeunes d'avoir accès à des services qui répondent à leurs besoins et leurs désirs, puis la spécificité de ces besoins et désirs. Puis je pense que Cécile
au début de sa présentation qui a parlé de la spécificité de l'itinérance jeunesse, qui est vraiment différent à plusieurs niveaux de l'itinérance adulte, puis l'importance de le reconnaître, puis d'organiser des services et des pratiques autour, bien sûr, de cette différence. Je regarde un peu mes notes. Je trouvais aussi que c'était pertinent, certains statistiques qui ont été amenées et c'est bouleversant de les entendre, même si on les a déjà entendues, c'est bouleversant d'entendre que 40% des jeunes en situation d'itinérance ont eu cette expérience avant l'âge de 16 ans, que 58% des jeunes en situation d'itinérance ou précarité de logement sont issus ou ont eu un suivi, un parcours en protection de jeunesse. J'ajoute une autre statistique à ça. 75% des problèmes de santé mentale se présentent avant l'âge de 25 ans à peu près. Donc, tous ces éléments, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande complexité pour pouvoir comprendre et agir autour de ces défis importants et ces situations, ces enjeux sociaux, en fait, qui affectent les jeunes. Alors, aujourd'hui, peut-être ce que je vais pouvoir présenter et partager en complément de ces deux présentations qui portent beaucoup sur les pratiques et les actions concrètes en prévention itinérante jeunesse. C'est un portrait plus large de l'écosystème québécois par rapport à l'organisation de services qui est en train de se dérouler en termes des services en jeunesse en général. Donc, Cécile, je pense, au début de la présentation, a parlé de différents acteurs qui sont mobilisés quand on pense en prévention itinérante jeunesse. Puis, un de ces acteurs, c'était les politiques ou la politique, qui inclut la transformation des systèmes et d'autres politiques. Et je vais partager mon écran maintenant et parler des réseaux intégrés jeunesse, qu'ici au Québec, on a choisi d'appeler ça Air ouvert. Peut-être vous connaissez déjà Air ouvert, vous avez déjà entendu parler d'Air ouvert. Donc, la présentation, c'est vraiment pour introduire, pour discussion, cette organisation de services qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a certains principes et éléments et des facteurs ou des composantes plutôt, je vais dire ça comme ça, des composantes de cette organisation de services qui sont très similaires aux principes que Cécile, Marie-Noël et Jane ont présentés par rapport à la prévention itinérante jeunesse. Je pense à l'intervention précoce, à la prévention en amont, la question des transitions. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce portrait global. Donc, je vais partager mon écran et merci de me dire si ça fonctionne. Voilà. Maintenant, attendez, je vais essayer de partager juste le diapo. Vous voyez juste le diapo, j'espère? Oui, ça fonctionne. Parfait, merci. Donc, les réseaux intégrés jeunesse ont émergé il y a déjà plusieurs années dans d'autres pays comme l'Australie, l'Irlande, aussi au Canada, en Colombie-Britannique, en Ontario. Et au début, ces réseaux intégrés jeunesse étaient vraiment axés sur les services et les soins en santé mentale. Et ils ont été développés, si on veut, comme une réponse parmi d'autres réponses possibles au défi de cette question de prévention en amont, des problèmes en santé mentale, mais aussi d'autres défis que les jeunes peuvent confronter. Ils étaient développés comme réponse au défi d'un manque d'intervention précoce, surtout en santé mentale au début, des problèmes des longues listes d'attente, de cette
problème de complexité des corridors de service. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il y avait trop de wrong door. Donc, il y avait trop de portes où on cognait sur la porte, puis on ne recevait pas une réponse ou des services ou même un accueil. Alors, je pense que c'est Marie-Noël qui a parlé de l'importance d'avoir des services ou des endroits où il n'y a pas de mauvaises portes à cogner, no wrong door. Donc, ça fait partie aussi de la philosophie, si on veut, derrière les réseaux intégrés pour les jeunes, les réseaux de services intégrés pour les jeunes. Ils ont été aussi développés pour répondre aux problèmes de transition à la vie adulte et aussi cette coupage, j'ai marqué, ou cette coupure, je pense que c'est le meilleur mot, entre les services pédos et les services adultes. À 18 ans, là, les services terminent, puis il faut s'arranger. On sait que c'est un problème, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et donc, un des éléments de ces réseaux de services intégrés jeunesse, c'est de prolonger, en fait, les services après l'âge de 18 ans. Et aussi, on a constaté que des services, et là, au début, comme j'ai dit tantôt, des services en santé mentale au début, n'étaient pas youth-friendly, donc n'étaient pas nécessairement axés sur les besoins des jeunes et aussi la manière que les jeunes souhaitent accéder aux services. Alors, ces réseaux ou la création de ces réseaux dans les différents pays, les différents endroits que j'ai mentionnés, mais aussi ici au Québec, souhaitent contribuer à assurer que les jeunes auront accès aux services, au soutien et aux soins rapidement. Donc, il y a vraiment cette question d'accessibilité appropriée et aussi une accessibilité rapide. Hein? Alors, de ne pas avoir ces longues listes d'attente. Et toute la littérature autour de ces réseaux de services intégrés jeunesse tourne autour de discours qui sont, comme j'ai dit tantôt, très similaires aux discours qu'on a entendus dans les deux premières présentations. On parle de prévention, on parle d'intervention précoce, on parle aussi, un élément qui est particulier et est très, très important dans le développement de ces réseaux, c'est la participation des jeunes dans la co-construction de ces réseaux et des services, les types de services et de soins qui seront offerts, l'engagement des jeunes et de leurs familles. On parle bien sûr de l'intégration des services, donc dans le sens que peut-être nos services souvent ou les soutiens qui sont disponibles travaillent peut-être en silo. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer plusieurs services différents? On parle ici de services de santé mentale, santé publique, santé physique, santé sexuelle, soutien aux études et emplois, pérédance, logement, des pratiques culturellement adaptées, des relations familiales. Donc, de prendre tout ça ensemble et de ne pas travailler en silo sans prendre en compte ces différentes facettes. Dans ces réseaux intégrés des services jeunesse, on parle aussi d'avoir une gouvernance participative et intégrée qui, bien sûr, inclut les jeunes. Et ça, c'est avec une perspective de les droits des jeunes, mais aussi les savoirs des jeunes. Et ici, au Québec, dans le développement des réseaux intégrés jeunesse, on a choisi d'assurer qu'il y a, et ça c'est dans plusieurs d'autres aussi réseaux de services intégrés jeunesse, un espace dédié dans le réseau existant, qui serait comme une équipe centrale, si on veut, pour pouvoir répondre aux jeunes rapidement. Donc, ici au Québec, c'est depuis 2018 qu'on a commencé à développer ces réseaux de services intégrés jeunesse qu'on appelle Air ouverte. Dans d'autres provinces au Canada, ils ont un autre nom. Alors, je pense que c'est important juste de répéter que Air ouverte au Québec, il y a un cadre de référence qui a été développé, mais le cadre de référence offre beaucoup de marge de manœuvre aux différents territoires
québécois pour développer le Air ouvert, ce réseau de services intégrés jeunesse, dans une manière adaptée à la réalité du territoire elle-même. Mais en général, Air ouvert vise à contribuer à l'amélioration de l'organisation des services de proximité qui sont disponibles dans la communauté, en favorisant l'accès et la continuité des services pour les jeunes 12 à 25 ans. Donc, on parle vraiment de 12 à 25 ans avec cet objectif d'éliminer même la transition de services enfants-adultes à 18 ans. Donc, le Air ouvert ne remplace pas on a beaucoup de services, puis on voit avec les présentations d'aujourd'hui, mais sont juste un petit exemple des organisations et des services qui ont une expertise déjà de longue date, qui travaillent avec des jeunes avec cette posture de droit et de savoir expérientiel, de prise en compte. Et donc, dans le déploiement d'Air ouvert, c'est vraiment spécifié que Air ouvert comme réseau ne remplace pas des services ou des organisations qui existent, mais qui devraient être mis en place de façon complémentaire. L'idée est que, il y a des jeunes qui hésitent de faire une demande d'aide des services existants. Il y a aussi des jeunes en situation de vulnérabilité. Bien sûr, on vient d'en discuter de ces situations-là, comme des jeunes en situation d'instabilité résidentielle. Est-ce qu'il y a une meilleure façon, et peut-être avec ces équipes dédiées d'Air ouvert, de rejoindre ces jeunes rapidement, offrir des services ou les mettre en lien avec des services déjà existants de façon rapide et d'une manière qui est plus youth-friendly. Okay? Donc, dans le contexte québécois, c'est sûr que les associations ou les organisations nommées avec Cécile, Marie-Noël, Coalition Jeunes Plus, Dans la rue, etc., les associations de pères aidants aussi, tous les acteurs communautaires vont être ou sont des parties prenantes clés pour pouvoir même envisager, implanter ce réseau intégré jeunesse et assurer la pertinence et assurer une complémentarité avec les services et les activités qui existent déjà. Comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de littérature qui existe sur les réseaux de services intégrés jeunesse. Je dirais que malgré ces recherches internationales, il reste quand même des questions par rapport au déploiement de Air ouvert ici au Québec, et c'est une bonne chose de pouvoir se questionner, adapter, se questionner encore. Par exemple, on peut se demander, mais qui sont exactement les jeunes qui hésitent de faire une demande d'aide que Air ouvert devrait aller chercher? Comment est-ce que les acteurs, l'ensemble des acteurs, incluant les services existants adultes, comprennent les objectifs et les principes de Air ouvert? Et comment, dans le court terme, je dirais moyen terme, long terme, Air ouvert va s'insérer dans l'écosystème plus large? Et je pense qu'une manière de déjà répondre à ces questions-là, c'est d'avoir ce type de discussions, de webinaires et de garder les portes ouvertes, la communication ouverte avec les expertises déjà existantes au Québec et la collaboration intersectionnelle aussi. Donc, dans les perspectives de prévention et d'intervention précoce, il y a peut-être, et je pense qu'on a déjà entamé des conversations entre organisations, entre Coalition Jeunes Plus, le développement d'Air ouvert, tous les intervenants et gestionnaires qui travaillent autour de Air ouvert. Et on va maintenant avoir le temps en table ronde et après en discussion de voir quels sont les liens qui nous intéressent entre ces enjeux-là organisationnels. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps
Yam et Sue-Anne, c'est à vous. Merci beaucoup, Emmanuel, pour une autre perspective, en fait, sur ces questions-là. Donc, je passe la parole à Yam pour la table ronde. Merci. Oui, merci Emmanuel, merci à toutes nos autres conférencières qui viennent de présenter un matin. Vraiment intéressant. Je trouve ça super quand on se rallie toutes pour cette pause-là. Maintenant, c'est ça les questions pour entamer une discussion avec l'ensemble de tous ceux qui participent un matin au webinaire. La première question que j'aimerais poser, c'est quelle est la place des jeunes qu'on veut donner dans la société? Comment on peut leur donner cette place-là dans la société? Donc, ça, c'est une des premières questions. Selon moi, c'est vraiment donner la chance aux jeunes de pouvoir juste prendre la parole et juste nommer ce qu'ils ont besoin pour pouvoir mettre en place vraiment l'efficacité et l'ensemble de tout pour améliorer leur situation. Donc, ouais. Sinon, la deuxième question, s'il n'y a personne d'autre qui veut réagir pour l'instant à la première question, ça serait quelle place ont les jeunes dans les pratiques cliniques? Est-ce qu'elles peuvent interagir ou juste être mis de l'avant pour mettre en place leur processus clinique ou leur plan d'action, si je peux dire, pour aller de mieux en mieux dans l'avenir, ou on veut les mettre encore de côté et prendre une décision, si je peux dire, pour eux de qu'est-ce qui est le meilleur dans leur plan d'action. Excusez-moi, le chat. Donc, c'est ça, les deux premières questions. Et juste pour dire qu'il y a aussi une question, si pas d'autres, dans le chat, mais on va commencer avec les questions qu'on avait un peu préparées, mais ensuite on peut l'ouvrir. Yam, okay. C'est bon comme ça? Okay. Moi, je peux commencer. Et j'ai aussi les réponses à les questions dans le chat. Mais je pense que c'est c'est une grosse question, Yam. Et pour moi, on doit changer les deux. On doit toujours assurer que les jeunes peuvent faire leurs propres décisions et on doit croire les jeunes. Je trouve que ça, c'est l'enjeu souvent, c'est que les adultes pensent qu'ils connaissent ce que les jeunes doivent faire pour avoir comme un parcours, un bon parcours. Mais des fois, moi-même dans mes travaux, quand j'ai commencé ce travail, j'étais aussi une jeune. Je suis moins jeune maintenant. Mais quand même, je pense souvent, OK, si on fait ça, ça va marcher. Mais pour les jeunes avec qui je travaille, des fois, c'est pas ça qui les intéresse. Alors, je dois créer les organisations des projets qui peuvent faciliter que les jeunes participent comme les jeunes. Ils n'ont pas besoin d'agir comme les adultes pour participer. Et je pense que vraiment, les adultes, et c'est un peu ironique que moi, je parle au part des jeunes avec qui je travaille, mais que les adultes peuvent être les alliés et pas prendre l'espace pour guider comment les choses déroulent, mais c'est vraiment les jeunes qui peuvent contrôler ça par les jeunes, pour les jeunes. Encore, le parent-aidant, c'est vraiment important. Je pense que les parents-aidants ont besoin d'être payés comme les professionnels qu'ils sont. Les connaissances des expériences vécues, c'est vraiment important. Alors, je dirais ça, comme les adultes peuvent travailler comme les alliés pour soutenir les jeunes plus souvent et croire que les jeunes, c'est dans leur vie. Alors, si je peux poursuivre tout à fait dans la même lignée que toi, Jane. Pour ma part,
la première question, quelle place? La première question, la première réponse, pas assez, pas suffisante. Par chance, je crois que la jeunesse prend de plus en plus sa place qu'il devrait prendre et je nous souhaite collectivement d'inviter davantage, assurément. Et dans un contexte de pratique clinique, définitivement d'inclure les personnes concernées, donc les jeunes, mais qui ne sont pas un tout uniforme. Donc, rappelons l'importance de l'intersectionnalité qu'on a parlé à plusieurs reprises. Il faut s'ouvrir. Et ce que je donnerais ici comme petit cue en passant, il ne faut pas malheureusement le voir comme un enjeu d'ego. Hein. Parfois, on peut voir dans le milieu pratique, lorsque la parole est donnée, ça nous heurte, on se remet beaucoup en question, ça vient nous chercher, on peut être à se questionner sur soi-même, mais ça ne vient pas invalider notre parcours d'intervenant. Au contraire, ça vient apporter davantage de compréhension sur ce que la personne devant nous peut vivre, dans comment est-ce qu'on peut décliner notre intervention, comment est-ce qu'on peut être plus adapté. Donc, rappelons-nous, être intervenant, c'est d'abord d'accompagner des êtres humains, des personnes qui ont des qualités, des défauts, qui ont le goût d'avancer, qui ont aussi le goût de pouvoir vivre leurs émotions. Hein, d'ailleurs, vivre des émotions, c'est normal, qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est normal. On veut que les gens les vivent. Et comment est-ce qu'on peut accompagner? Bien, c'est en posant la question, comment je peux aider? Donc, parfois, on peut avoir une idée toute faite, on peut en avoir déjà fait, ça me rappelle telle situation, mais chaque personne va être unique. Donc, assurément, dans nos pratiques d'intervenants, mais dans nos pratiques d'organisme également et d'organisation, comment donner de l'espace, comment accueillir davantage, donc par des comités aviseurs, par des groupes de parents aidants. Et ici, bien entendu, je vais ramener toujours la première question à se poser. Est-ce que je consulte les jeunes pour leur demander quelle couleur peindre le mur? Si c'est le cas, ce n'est pas nécessaire. Impliquer les jeunes dans la réflexion. La première question à se poser, c'est « Hey, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il devrait y en avoir un mur? Si oui, comment? » C'est donc dans l'implication dès le départ, dans nos réflexions, dans qu'est-ce qu'on est en train de construire, pour qui ça s'adresse, impliquons notre monde, ça va avoir l'effet de nous permettre d'être beaucoup plus adaptés, d'être beaucoup plus collés à la réalité, naturellement. Est-ce que je peux me permettre de faire un peu de pouce là-dessus, juste pour continuer dans la même perspective, en fait. C'est pas beaucoup de diversité d'opinions parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aussi ce que j'entends, c'est cette question de posture, hein, de posture clinique qui est très en lien avec ce qui était dit pendant les présentations de besoins de formation, de sensibilisation des intervenants, des enseignants aussi. Et je pense, selon les travaux que moi j'ai faits, il y a un intérêt, une volonté de la part des intervenants de pouvoir suivre des formations pour mieux comprendre certains enjeux complexes et pouvoir intervenir là-dessus. Je voulais juste ajouter que cette développement de posture clinique, oui, réside sur l'aspect individuel et relationnel de l'intervenant, mais aussi organisationnel. Donc, il faut avoir ce soutien organisationnel, cet espace pour pouvoir prendre le temps, hein, pour accueillir les émotions, comprendre les émotions. Parfois, si je pense aussi dans mon expérience dans le réseau, plutôt en santé mentale, parfois il y a certains formulaires ou documents assez rigides à remplir dans un certain timing. Donc, de pouvoir dépasser ces contraintes, c'est des questions organisationnelles aussi, des soutiens organisationnels. Donc, je voulais simplement ajouter cet élément-là. Merci pour la question, Yam. Merci. Moi, je vais juste rajouter une petite affaire. Moi, souvent, je vais mentionner que c'est pas parce qu'il y a un chemin qui est dit bon ou correct à suivre. C'est pas parce qu'il y a un seul chemin, non. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, c'est pas parce que le chemin que tu prends ou que la personne choisit
est mauvais forcément. C'est juste qu'il va apprendre dans ses erreurs, dans son parcours, comment mieux faire la prochaine fois pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est vraiment ça. Tout le monde peut s'améliorer, et même le jeune en question ou même les intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes-là. Donc, c'est ça. Merci à vous tous. Merci, Yann. Jane, est-ce que tu voulais répondre à la question dans le chat quant aux écoles? Il y avait une question assez précise en termes de recommandations, peut-être dans tes recherches. Tu as quelques pistes pour répondre? Oui, c'est une grosse question. Alors, la question est, avez-vous des recommandations différentes de ce qui doit être fait au secondaire, au cégep et dans les écoles aux adultes? Je pense que c'est un peu différent pour chaque contexte, mais la première étape est de reconnaître que l'itinérance existe dans ces écoles. Pour beaucoup de places, je pense que c'est l'idée que ça n'arrive pas ici. Peut-être c'est quelque chose qui arrive là-bas ou dans les mauvaises écoles, mais ça arrive partout. On a parlé avec les jeunes dans les bonnes écoles, dans les écoles, dans les bons quartiers, toutes sortes d'écoles, mais aussi dans les universités, les cégeps, ça arrive aussi. Et je pense que c'est une idée que si tu vas à l'université, c'est pas quelqu'un qui va être dans un contexte de précarité de logement, mais ça arrive beaucoup et ça arrive plus en plus. Alors, je pense que dans tous les endroits où les gens vont à l'école, les milieux scolaires, on a besoin de réaliser que c'est quelque chose qui arrive là. Et après ça, on peut faire ce que Yann dit pour connaître les parcours des gens, les besoins des professionnels et on peut créer les soutiens pour soutenir les gens où ils sont dans ce moment. Mais je pense que le secondaire, je pense qu'on peut commencer à penser de la prévention, mais on peut faire ça dans les universités et les cégeps aussi. Alors, je dirais que c'est juste de reconnaître ça et après ça, on peut commencer à changer comment on pense les étudiants normatifs. Qui sont les étudiants? C'est des fois les étudiants en situation d'itinérance. Alors, je pense que dans tout le milieu scolaire, c'est ça qu'on peut commencer avec. Mais j'ai aussi les autres choses. On peut parler après, peut-être. Alors, je ne sais pas, Yann, si c'est à toi ou à moi. On partage des petits messages dans le chat, puis on essaie. C'est à toi de poser deux autres questions qui suivent. Parfait. Alors, on avait des questions déjà préparées, mais on aimerait aussi entendre l'audience si jamais vous avez des questions. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Je pose une question à l'équipe organisatrice. Est-ce qu'on peut ouvrir l'ensemble du Zoom ou non? Il faut rester dans ce format-là qu'on voit juste les panélistes. C'est ça? OK. Donc, il faut qu'on pose des questions à votre place. Désolée pour cela. Donc, une question de Sam. On veut comme faire une transition d'une situation où on fait surtout des interventions d'urgence, vers une place où les interventions sont plus préventives, mais sans lâcher les gens qui ont besoin de ressources d'urgence. Tout ça dans un contexte de manque de ressources. Avez-vous des idées pour faciliter ça? Tellement une bonne question d'actualité et percutante. Alors, c'est ça, comment est-ce qu'on pourrait faire dans un contexte de manque de ressources et surtout de pénurie? Financement et pénurie. Marie-Noël semble prête à répondre. Je vous laisse lever vos mains ou intervenir comme vous voulez. Donc. En fait, j'ai envie de répondre sur deux angles. Je me contente d'un seul. Le premier que j'écarte ici, c'est le financement et la reconnaissance de l'action communautaire autonome. Puisqu'on n'est pas directement dans le sujet, mais je pense que c'est déjà la première voie à explorer. Donc, voilà pour notre collègue Sam qui posait la question. Mais concrètement, donc, deuxièmement, comment est-ce que dans notre propre pratique, en fait, la question de répondre à l'urgence demeure importante. On fait d'ailleurs un excellent travail. Il faut prendre le temps d'accueillir et d'être avec des personnes qui ont des besoins. À un moment donné, on ne peut pas se projeter très loin quand on a
plusieurs besoins immédiats non répondus. Il faut prendre en compte aussi la qualité de vie de la personne quand elle vient nous voir. Ce qui n'empêche pas, par contre, une remise en question de nos propres pratiques individuelles et d'organismes. En fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut agir différemment, nous, dans notre... C'est quoi le pouvoir qu'on a? De prendre le temps d'impliquer notre monde, de réfléchir, de dire peut-être qu'il y a des actions peut-être bien simples qui pourraient nous emmener à agir différemment, comme par exemple, lorsqu'on est dans l'accueil, comment est-ce que la personne, on pourrait répondre peut-être plus rapidement à une réorientation ou des services, un maillage avec des services adaptés, si on prend en compte les différents besoins, si on prend en compte la situation. Donc, ça ne veut pas dire que la réponse est nous dans l'urgence. On est un organisme en itinérance, on fait plein de choses, mais on n'a pas nécessairement à toujours tout faire. On peut travailler, mieux référer, mieux accompagner. Donc, travailler en collaboration et en concertation avec d'autres groupes qui peuvent répondre. Parfois, la réponse ne vient pas de nous, mais vient de quelqu'un d'autre et c'est bien correct. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter cette liaison-là et travailler sur des développements de partenaires, susciter davantage, donc poser des questions, se permettre d'aller valider notre compréhension. Comme on en parlait juste à l'instant, donc écouter les jeunes et croire ce qu'ils nous disent. Et bien souvent, ils peuvent avoir aussi des réflexions sur comment mieux aider. Ceci dit, on peut collectivement se poser la question sur la prévention de l'itinérance et aussi remettre en question des façons de faire, d'où l'importance de ne pas quitter les facteurs structurels et systémiques comme des causes au niveau de l'itinérance. Je vais passer la parole à ma collègue Cécile également pour ça. J'irais complètement dans le même sens. Plus on remonte en amont, moins on a des programmes précis à développer puis à financer, plus on a des choix de société à faire, des politiques à mettre en place. Donc, moins ça devrait coûter cher et plus ça repose sur un environnement très large. Moi, je milite pour que la prévention de l'itinérance jeunesse, ça soit une question jeunesse, pas une question qui repose sur les organismes en itinérance. Donc, ça veut dire d'impliquer, d'abord de penser une stratégie jeunesse qui pense à la vulnérabilité, qui essaye de prévenir la vulnérabilité des jeunes en général, pas seulement l'itinérance. Que ça ne repose pas sur les programmes qu'on a vus, là, la flèche de fin, transition et sortie, puis prévention, intervention précoce, qui sont proches des organismes, mais qu'on soit capable de remonter en amont pour des choses qui vont coûter plus ou moins cher, mais peut-être pas nécessairement très cher. Puis il y a des choses qui coûtent cher peut-être, mais c'est pas seulement de la prévention. Plus on monte en amont, plus les bénéfices touchent une large population. Si on travaille par exemple sur la persévérance scolaire, eh bien, on ne travaille pas seulement pour les jeunes à risque de décrochage, on travaille pour l'ensemble d'une population d'étudiants au secondaire ou quelque part. Donc, on a des bénéfices pour une population beaucoup plus large. Et donc, on n'est plus à vouloir justifier de la prévention juste parce qu'on va avoir moins de coûts en urgence. Non, on améliore les conditions de vie d'un ensemble de jeunes. Même chose pour l'accès aux soins de santé mentale, par exemple. Ce n'est pas juste les jeunes en grande situation de grande vulnérabilité qui en bénéficient, c'est l'ensemble des jeunes qui va bénéficier de ça. Donc, il faut le voir dans ce contexte-là, dans un écosystème beaucoup plus large que ce qu'on le voit actuellement et avec des bénéfices beaucoup plus larges pour un nombre beaucoup plus large de jeunes. Et là, la question des coûts, elle devrait être... après, c'est une question de choix de société, d'engagement collectif et de choix de société. Et je vais juste rajouter un petit point ici, avant qu'on passe à une prochaine question. Je pense que la première façon qu'on peut faire qui ne coûte rien, c'est de reconnaître qu'il y a de l'itinérance jeunesse, déjà. Dans un dénombrement précédent, j'avais la discussion avec un de nos collègues par rapport au questionnaire qui disait « Oui, mais en bas de 18 ans, il n'y a pas d'itinérance parce que les enfants en bas de 18 ans, donc adolescents ou les jeunes, sont supposés être quelque part à ce moment-là. » Donc, c'est une certaine façon de nier que ça existe, hein, alors que plutôt de le regarder avec un angle très large, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire, reconnaître que ça existe. Et après ça, une autre affaire qui ne coûte pas grand-chose, hein, quand on arrive à se remettre en question, à se former, à s'ouvrir, à développer nos connaissances, un peu comme le disait James tantôt par rapport aux écoles. Donc, c'est quand même un chiffre incroyable. Je me permets de le répéter. 95% des jeunes ont déclaré avoir été punis
pour, en fait, une question d'un symptôme de la précarité qu'il vivait. Alors, c'est énorme. Et sans mettre le light sur toi, Jane, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi se poser la question. Ça ne vient pas nécessairement être... Tu sais, il y a des programmes qu'on peut développer, mais il y a aussi des postures et des façons de faire qui peuvent être quand même accessibles pour prévenir l'itinérance. Si je peux me permettre, je vais poser la question suivante qui est du public sur la peur aidance. Quelle est la place de la peur aidance en matière de prévention et dans ce contexte de l'itinérance? Pour moi, je suis quelqu'un qui prône la peur aidance. Je suis quelqu'un que je veux devenir peur aidant aussi dans le futur, donc je suis 100% d'accord avec mettre de l'avant et mettre beaucoup plus en pratique ce milieu de faire, comme cette façon de faire. Parce que pour moi, ça a été beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a passé par le même chemin que moi ou un chemin similaire que le mien. Donc, le lien de confiance se crée un peu plus facilement avec quelqu'un qui a un parcours similaire que la personne elle-même. Comment on peut le mettre en place pour la prévention? Selon moi, c'est vraiment permettre aux parents aidants d'avoir accès à l'école, mettons, des milieux scolaires, le secondaire, le cégep, l'université, peu importe, l'école aux adultes ou autres, ou des maisons de jeunes que moi, j'ai connu beaucoup plus tard que l'âge légal d'y aller. Sinon, aussi dans les centres jeunesse, ça serait vraiment important de pouvoir les mettre en place aussi là-bas parce que c'est aussi un milieu très preneur pour aller vers l'itinérance, pas seulement les centres jeunesse. Donc, c'est ça. Merci, Yam. C'était une question justement du public, comme tu as dit. Puis, ce qu'on voit dans le projet Prévention itinérance jeunesse, c'est que des pratiques comme la pérédance, tout comme le travail de rue, ça devrait être des pratiques qui sont répandues à travers tous les services parce que ça répond à ce besoin de flexibilité, de souplesse, d'aller vers, d'assouplissement qui peut en fait être répondu à l'image des jeunes aussi. Donc, tu sais, alors d'être disponible dans le temps, d'avoir du vécu similaire, tous ces éléments-là que tu viens de nommer. Une autre question, je ne sais pas si quelqu'un aimerait répondre ou tenter une réponse. Dans une perspective de prévention, dans quelle mesure estimez-vous l'efficacité d'une implication citoyenne et politique des jeunes? Je pense, et puis d'autres sont des commentaires dans le chat, puis je vois le temps filer. Donc, peut-être que ça serait la dernière question. Et si quelqu'un veut avoir un dernier mot, vous êtes bienvenu aussi. Est-ce que quelqu'un aimerait tenter une réponse sur la question de l'implication citoyenne et politique des jeunes? Yam, tu pourrais peut-être en parler, mais on ne l'en a pas beaucoup souligné, mais la coalition Jeunes Plus s'appuie et est centrée en fait sur la parole des jeunes. Donc, il y a un comité jeune et l'idée, c'est non seulement de renseigner, puis de proposer des recommandations qui touchent particulièrement les jeunes. C'est aussi ce qu'a fait Jane avec la recherche et le comité, ce que tu fais toi, Souane, avec des co-chercheurs. C'est fondamental, mais aussi avec ces jeunes-là, c'est une façon aussi qu'ils puissent s'impliquer de façon citoyenne dans des changements de société qui vont toucher leur vie et celle de beaucoup d'autres jeunes aussi. Donc, leur parole est très, très majeure, cruciale, centrale, je dirais. Moi, je vais essayer de tenter de répondre à cette question-là du mieux que je peux. C'est une bonne question, c'est une grosse question parce que, selon moi, pour impliquer les jeunes dans le milieu citoyen et politique, pour moi, les jeunes, c'est le futur de la société. Donc, ça va d'avant de les mettre comme dans ces milieux-là, de leur laisser la place de parole pour prendre des décisions pour le futur de la société, parce qu'on est le futur. On va être là prochainement, soit dans la politique, soit dans les milieux de travail plus gouvernemental ou autres. Donc,
selon moi, c'est les jeunes qui sont les mieux placés pour savoir c'est quoi qui va pouvoir être mieux pour la société au fur et à mesure en continu. Donc, c'est ça. Et puis, je prends une minute pour suivre. Yann, c'est le futur de notre société, c'est demain. Il faut croire et investir dans nos jeunes. Puis ici, je voulais souligner, dans la question, on parle d'implication citoyenne et politique. Donc, il y a des actions, comme l'a mentionné Cécile, la Coalition Jeunes Plus, qui donne la parole, qui est basée sur la parole aux jeunes, qui se veut à très grande échelle et une action politique. Et il y a des implications citoyennes à plus petite échelle, par région, par des échanges. Et ici, la question me fait penser à des initiatives de mettre de l'avant les jeunes leaders, comme le fait Circaskina, le volet national de Cirque Orchid, donc de prendre des jeunes de différentes communautés, créer ensemble, se rencontrer, et par la suite, chacun grandit, il ramène dans sa communauté et inspire sa communauté. Toutes ces actions-là mises ensemble fait en sorte qu'on donne des occasions et assurément, on va récolter non seulement la parole, mais également des actions et des répercussions très pertinentes. Donc, je considère que c'est très efficace, tout en disant que je pense on serait capable d'en faire encore plus. Je vois, on a 5 minutes qui restent, puis il faut qu'on passe la parole à Julie, mais je sais que Jane, tu avais ta main levée et Emmanuel aussi. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier petit mot. Ça va, Jane? Tu dis non, je passe mon tour. Vas-y, Jane, c'est correct. Vas-y. Emmanuel, tu peux aller. Non, vas-y, Jane, tu avais ta main levée avant. Juste deux choses super, parce que ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est vraiment important aussi, mais je veux dire que c'est aussi important qu'on a plusieurs options pour engager les jeunes dans l'action. Des fois, c'est militant, des fois, c'est engagé avec le gouvernement, mais on doit avoir plusieurs idées de quoi ça ressemble quand on est engagé, parce qu'il y a plusieurs jeunes avec qui je travaille qui ne veulent pas parler au gouvernement. Mais ils veulent faire quelque chose d'autre. Mais on doit avoir plusieurs. Et je veux dire aussi que juste parce qu'on parle d'un sujet de l'itinérance, on peut aussi parler de la racisme. On peut aussi parler de la décolonisation. On peut aussi penser à la question de les déterminants sociaux sur la santé. Et des fois, on doit parler de tous ces différents enjeux parce qu'ils sont tous impliqués. Et c'est ça. Mais je pense que l'engagement citoyen, c'est vraiment important pour ça. On doit pousser pour que les choses soient différentes. Et je vais juste très rapidement, juste 30 secondes, ajouter à tout ça que, je pense que la question, c'est l'efficacité d'une implication citoyenne. Donc, je n'ai pas une réponse directe à l'efficacité, mais je pense que l'implication citoyenne, les politiques, aussi les déterminants sociaux de la santé sont toutes reliées. Notre société, présentement, est faite dans l'image de qui? Des adultes avec des perspectives coloniales, néolibérales, capitalistes aussi. Ça sert qui? Plusieurs personnes, plusieurs voix ont besoin, on a besoin de cette diversité de voix aussi pour ce projet de société. Et je pense que, bon, bien sûr, les jeunes, dans toute leur hétérogénéité, ont peut-être leur mot à dire par rapport à comment notre société devrait se dessiner. Une autre, juste très rapidement, petite chose, je pense que dans l'efficacité, si on veut penser à ça, il y a la question de connexion et de belonging. Et je pense que l'implication citoyenne apporte ce sentiment de belonging ou de connexion avec les autres qui est, je trouve, sous-estimé, tellement important dans nos relations personnelles, mais aussi dans la collectivité. Donc, je voulais simplement apporter ça. Merci. Merci, Emmanuel. Bien, merci à tout le monde. Merci, Yann, beaucoup animé à la table ronde. Puis, je passe la parole tout de suite à Julie. Puis, on espère que ce dialogue-là se continue dans vos milieux de pratique, vos milieux d'implication, vos milieux citoyens. Merci. Merci, Soane. Merci, Yann. Merci à tous les panélistes. Vraiment très riche conversation. Très heureuse d'y avoir assisté.
Et donc, avant de clore le dîner, je vais juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous offrir un vraiment rapide survol des ressources du guide des bonnes pratiques en itinérance qui va vous permettre potentiellement de poursuivre votre réflexion autour de la prévention de l'itinérance chez les jeunes. Donc, je parle spécifiquement de la fiche complément jeune et puis de la fiche relais lors d'un passage en hébergement. C'est deux ressources documentaires que vous pouvez retrouver sur le site web du CREMIS. Donc, la fiche complément jeune, c'est une synthèse de la littérature scientifique d'environ 20 pages qui est rédigée sous la forme de questions-réponses. Ça vous permet d'avoir une compréhension de cette hétérogénéité-là dont il a été question à plusieurs reprises durant ce webinaire. Donc, on répond à des questions comme qui sont les jeunes en situation d'itinérance, qu'est-ce qui caractérise leur trajectoire, quels sont leurs besoins particuliers, quels sont les obstacles à l'utilisation des services. Les exemples de pistes d'intervention sont aussi répertoriés. Et puis, donc, juste pour vous donner un aperçu des pistes d'intervention dont on peut prendre connaissance dans la fiche. Donc, on parle de proposer évidemment des services axés sur les besoins exprimés par les jeunes, faire appel au travail de proximité, explorer la présence de relations significatives dans l'histoire des jeunes, etc. Donc, des pistes d'intervention pour lesquelles vous pouvez en apprendre davantage et aussi pour lesquelles il y a des références qui sont présentées à même la fiche. Et ensuite, deuxième fiche, vraiment brièvement, la fiche assurer le relais avant, pendant et après un passage en hébergement dans un établissement ou un organisme. Une fiche qui couvre des contenus beaucoup plus larges que l'intervention auprès des jeunes, mais contient notamment des conseils pour les intervenants pour soutenir les jeunes dans la planification de la sortie d'un centre de réadaptation pour jeunes, ou des conseils pour des intervenants qui reçoivent un jeune adulte à sa sortie, des astuces, des références, des hyperliens. Donc, tous ces outils-là, ça constitue une base. Ils n'ont pas pour prétention de répondre à toutes les questions que les intervenants peuvent se poser, mais peuvent servir de tremplin pour une réflexion individuelle ou d'équipe. Donc, là-dessus, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Merci encore une fois, Yann. Merci Suzanne, merci Cécile, Marie-Noël, Jane, Emmanuel. Vraiment une super conversation aujourd'hui. Dans votre boîte courriel, vous devriez avoir reçu un formulaire de rétroaction. On vous remercie vraiment de prendre quelques minutes de votre temps pour le remplir. Comme vous le savez, c'est toujours aidant pour pouvoir répondre davantage aux besoins de formation des professionnels du réseau que de vous entendre sur ce que l'on offre. Mettez à votre agenda le 17 novembre pour vous joindre à nous pour le prochain dîner d'apprentissage intitulé « Intervenir auprès des personnes à risque ou en situation d'itinérance en tenant compte de la diversité sexuelle et de genre ». Voilà. Merci à tout le monde. À la prochaine. Bonne fin de journée. Bye. Bonne journée.